Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré, édition du 19 mars 2023. Comme toujours, plusieurs sujets. Il y a des résumés de conseils municipaux, donc on vous parle encore d'actualité municipale, qu'est-ce qui s'est passé dans les diverses municipalités que nous couvrons au niveau de la MRC Dautré. Nous avons aussi rencontré Yves Perron. Yves Perron est venu nous parler des demandes que fait le Bloc québécois face au prochain budget que présentera le gouvernement libéral dans les prochaines semaines. Donc, on sait déjà que M. Perron et le Bloc québécois devraient voter contre le budget. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un renversement de gouvernement, mais les demandes qu'ont faites, le Bloc québécois ne semble pas être entendu par le parti au pouvoir, le Parti libéral. Le club de pétanque de Saint-Cuthbert va permettre à des jeunes de suivre un cours de pétanque dans leur cadre de leur activité sportive. Donc, les jeunes de l'école Sainte-Anne de Saint-Cuthbert vont avoir cette possibilité-là à partir du mois de septembre. Le but de ça est de familiariser les gens à ce jeu qui demande quand même de la précision, de la concentration. Il y a différents bienfaits au niveau des sports. Et pour aider à financer aussi cette activité qui va avoir lieu à l'école en 2023-2024, le club de pétanque de Saint-Cuthbert a décidé d'organiser un gros tournoi provincial. Donc, on attend des amateurs de pétanque, des professionnels, même des champions mondiaux qui vont venir à Saint-Cuthbert à la fin août. Et c'était dans le cadre d'une conférence de presse que tout a été présenté. Nous avons aussi continué l'entrevue avec M. Normand Moffat, qui est un artiste peintre et sculpteur qui expose présentement à la Galerie d'art Diane Dufresne de Repentigny. Vraiment une très belle rencontre, vraiment appréciée. Nous avons aussi rencontré Évelyne Ménard. Évelyne Ménard, c'est une conteuse et il y a une fondation, le Cercle des conteurs de la Naudière, une des premières activités qui est offerte dans le cadre de ce cercle des conteurs. C'est justement aujourd'hui, en fin de journée, lancement du livre d'Élise Lagacé et par la suite, une soirée de contes qui est présentée à la salle Le Bal Masqué de Saint-Gabriel. Nous avons aussi un résumé du tournoi de hockey qui a eu lieu en début de semaine avec la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Donc, une activité qui était offerte, un défi entreprise, un défi tournoi de hockey qui a été offerte aux entreprises. Nous avons aussi rencontré Stéphanie Rousseau qui nous a parlé d'une belle collaboration entre Desjardins et ADA, d'aide à service domicile Dautré, qui offre des services de proximité toutes dans la région ici de la MRC. Et Desjardins a contribué à l'achat de tablettes qui permettent d'avoir une meilleure gestion du temps de travail, des relations de travail avec les employés. Donc, vraiment une très belle initiative. Et en terminant, bien, nous avons aussi vous présenter des extraits du plan du territoire de Berthierville Vision 2050. Cette activité-là a été présentée hier, jeudi soir, cette semaine, le 16 mars. Cette activité a été présentée par la ville de Berthier et il y a eu une conférence, dans le fond, sur la vision qu'a la ville pour les prochaines années en termes de plan de territoire, de plan d'aménagement et aussi la firme qui a collaboré à cette préparation, Atelier urbain, était présent et nous avons aussi pu parler avec ces deux intervenants, soit le maire Dominique Perrault et des personnes responsables au niveau d'Atelier urbain. En terminant, peut-être un petit côté différent. Vous savez, on en a parlé dernièrement, mais on participe à une activité qui s'appelle le Bulletin des régions. Donc, c'est un bulletin de télévision, un bulletin de nouvelles, mais qui est provincial au niveau de la province au complet, grâce à la collaboration de près de 20 télés communautaires comme nous à travers la province et qui sont associés avec Derry Cogeco. Cette semaine, il y a eu un événement quand même assez dramatique à Amqui. La télé locale, la TV Matapédia, était présente dans notre émission qui a commencé à être présentée en fin de semaine et qui sera présentée tout le long de la semaine. On vous présente un extrait de cette bulletin des régions parce qu'on a eu la chance de rencontrer, de nous présenter le journaliste de la région dans la vallée de la Matapédia. Et cette rencontre s'est faite, dans le fond, parler un peu
de l'événement, mais aussi parler des sentiments qu'on a comme journaliste, comme personne qui rapporte l'information locale, la proximité avec les régions, la proximité avec nos auditeurs et le genre d'événement comme est arrivé à Amqui avec une personne qui a servi de son auto pour faire un bélier, là, pour tuer des gens et en créer aussi des personnes qui sont encore hospitalisées. On ne vit pas ça différemment, on ne vit pas ça de la même façon qu'on pourrait être un journaliste qui vient des grandes régions. On parle de Montréal, de Trois-Rivières, on parle de choses. Donc, à la fin de l'entrevue, c'est quand même émouvant de comprendre que le journaliste, oui, doit faire son travail, mais aussi doit tenir compte de sa sensibilité, de sa connaissance du milieu, et c'est quelque chose qui est très important. Et nous le vivons ici, partout en région, cette situation. Sur ce, n'oubliez pas nos bulletins de nouvelles à tous les jours à compter de 18 h, et on espère vous revoir la semaine prochaine pour un autre 7 semaines dans d'autres. Acquisition de tablettes véhiculaires, dépôt du rapport d'ouverture de soumission. Donc, l'entreprise, c'est... Concept numérique incorporé pour un montant de 53 339. Exact. Donc, pour les gens, ça, en ce moment, dans les camions de pompiers, on marche encore avec des cartables. Quand il y a une intervention sur notre territoire, souvent, c'est là qu'ils peuvent voir tel bâtiment, il y a tel risque, tel danger. Tout est consigné. Mais on fonctionne avec des cartables. Là, à l'avenir, ça va fonctionner avec des tablettes, donc qui sont beaucoup plus efficaces. En même temps, ils voient tout ce qui est alentour. Donc, je pense que vous connaissez tout le petit rapport qui a été déposé pour la tablette. Donc, ça prend quelqu'un pour proposé par M. Gravel, appuyé par M. Villeneuve à ma droite. On a un projet d'agrandissement du garage municipal. On a aussi des travaux de réfection dans le rang des cascades. Donc, c'est autorisation, un proposeur et un secondeur pour autoriser. M. Cloutier propose, M. Soulier est second, M. Burel est d'accord, tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Tu me parlais, ça faisait 3 ans et demi que tu étais... À peu près, oui, je pense. À peu près, oui. Il y a 3 ans, on fermait l'économie au complet. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de... ça fait quand même, on était 14, donc ça, le 12, c'était une pandémie. Le 12, c'était une pandémie mondiale, puis le 14, au complet, tout se fermait. Je pense que le 13, on fermait le Parlement. Puis, tu retiens quoi de ça, qu'on était efficace ou pas efficace, ou tu dis que c'est une expérience que personne ne pensait vivre? Clairement, c'est une expérience que personne ne pensait vivre. Est-ce qu'on a été... Moi, je pense que globalement, tu sais, je suis un gars de l'opposition, je suis quand même un gars raisonnable. Globalement, puis nous, on a supporté le gouvernement dans la mise en place, entre autres la PCU, ces choses-là. Donc, je pense qu'on a pris des bons choix, on a agi bien, on a agi rapidement. Le problème, c'est que ces mesures-là, ils ont duré longtemps, puis ont été mal dosées. Puis il y a eu de l'abus. Puis on a garoché de l'argent à n'importe qui. Je pense qu'on avait moyen de contrôler un peu plus. Okay. Ou en tout cas, de se mettre à contrôler plus rapidement. On comprend qu'au début, tu sais, puis il faut se rappeler le contexte avant de tirer des roches, là. On demandait aux gens, rentrez chez vous. Puis n'allez pas travailler. Puis il y a des gens qui travaillent d'une paye à l'autre. Puis quand l'autre paye à rentre, il reste 18$ dans ses poches, puis il n'y a pas d'argent. Ça existe, ça. Oui, ça existe. C'est beaucoup plus qu'on pense à part de ça. Fait que ces gens-là, on ne pouvait pas leur dire, va-t'en chez vous, tu n'as plus d'argent. Ils seraient sortis travailler parce qu'il faut qu'ils mangent. Fait qu'il fallait donner des sous. Ouais. Vous comprenez? C'est ça la PCU. Oui, c'est ça. Mais après ça, puis dans cette période-là, il n'y avait pas de fameuse coalition NPD libérale. C'était beaucoup plus facile de faire avancer nos propositions. Entre autres, la subvention salariale, c'est l'idée du bloc, ça. Après quelques semaines sur le PCU, on a dit, bien là, c'est bien beau le PCU, mais il faut que tu gardes le lien d'emploi entre l'employé et l'employeur. Donne la subvention salariale à l'employeur qui va payer le salaire de l'employé quand même, qui n'ira pas travailler. Et là, le lien il est gardé. C'est ça. En tout cas, je pense que c'était des bonnes idées. Fait que globalement, je pense que c'est pas si mal. C'est sûr qu'il y a eu trop de dépenses au final. OK. Puis il y a eu de l'abus. Puis il y a eu une mauvaise réaction. En fait, c'est un gouvernement qui n'a pas de réactivité. Quand il y a un problème, regarde, on a l'ingérence chinoise présentement. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Fait rien. Là, parce qu'on a fait pression, je vais nommer un rapporteur spécial que je vais nommer moi-même, puis il va venir me dire à moi qu'est-ce qu'il y a. Pas crédible. Ça prend une enquête publique, c'est grave, là. Il y a des bureaux de poste de police chinois au Québec. Oui. Qui font l'intimidation auprès des ressortissants chinois. C'est que sacré-moi ça dehors à couper dans le cul. Là. Je m'excuse, mais c'est ça. Oui, tu as raison. À un moment donné, comment ça se fait qu'on ne bouge pas?
Puis là, ça va prendre des semaines, des mois. Là, on va sûrement réussir par finir à avoir une enquête publique. Je ne sais pas quand. Là, le temps qu'elle se déclenche, on va avoir encore plusieurs. Moi, c'est ça qui me... Tu sais, si, mettons, tu fais 3 ans et demi que je suis là, ce qui me fait le plus suer dans l'expérience, j'adore ce que je fais. Oui, je veux rester comprends, là. oui. Je fais du service public, mais c'est la vitesse à laquelle ça avance pas. C'est ça. Tu sais, on voudrait que ça bouge plus vite. C'est ça, on voulait pousser. Mais bon, c'est une grosse machine aussi, tu sais. Il y a un entre-deux, mais il me semble qu'on pourrait être plus efficace. Un petit peu plus vite. Voilà. Disons, avoir un petit peu plus de réactivité. On comprend qu'il y a des procédures, on comprend qu'il y a des choses, mais Et voilà. c'est ça. Bon, bien, je te remercie. Grand Yves. plaisir. C'est très intéressant de parler avec toi, puis toujours des bons sujets. Bonne journée tout le monde. Bonjour Yves. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ben Merci oui. d'être passage dans nos studios. On est à l'approche des fameux budgets, ça s'en vient fédéral, provincial, là plus le Bloc québécois au fédéral. Tu peux-tu nous parler un petit peu, c'est vraiment quoi les demandes qui vont être faites? À quoi vous vous attendez? Pensez-vous avoir un peu de négociation? Ou vous pensez que ça va être un coup d'épée dans l'eau? Je te mets toutes les options. Moi, je vais vous prédire qu'on va probablement voter contre le budget. Parce que Okay. il y a 2 conditions qui sont essentielles, qu'on remet toujours, je dirais même jusqu'à 3. C'est d'abord les transferts en santé. Là, il y a une grosse polémique. Là. Ils donnent de l'argent, puis là, il a envoyé une facture. Il y a un 42 millions qui est envoyé au Québec, là, si j'ai bien vu. On Là. vient de couper une partie parce que c'est leur fameuse condition, alors que le fédéral n'a rien à voir là-dedans. Puis au-delà de ça, ce que les provinces et le Québec demandaient, c'était 6 milliards pour le Québec. C'est 28 milliards au total. Ça en donnait 6 milliards au Québec. On a eu un. C'est sûr que le gouvernement du Québec l'a pris. Parce que, tu sais, 1 milliard, avoir 1 milliard ou ne pas l'avoir, c'est déjà ça. Sauf que le besoin est beaucoup plus large que ça. Fait que nous, on réitère la demande originale. On dit, il faut que ce soit là dans le budget, sinon on n'est pas là. Donc, je t'annonce qu'on vote contre le budget, déjà là-dessus. Déjà, c'est point. déjà prévu. Tu sais, qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'il faut juste rester à l'affût, mais à moins qu'il y ait des changements on a toujours extraordinaires. espoir, on a toujours espoir, on est toujours prêt à discuter, mais, tu sais, logiquement, les pensions de DS à 65 ans, c'est la même chose. Nous, on l'a dit, on ne peut pas changer d'idée. On a promis aux gens, on ne vous abandonnera pas, on va le garder, ça, tant et aussi longtemps qu'on ne gagne pas ce point-là. Là, actuellement, on n'augmente pas les pensions avant 75 ans. Le signal que ça envoie aux gens de 65 ans, c'est si tu manques d'argent, va travailler. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut. C'est une injustice flagrante. Ça met beaucoup de gens, les gens qui sont malades, les gens qui sont blessés. Il y a une fatigue de travail aussi. Il y a eu des emplois, Voilà. des emplois plus... Moi, j'allais dire plus demandant, je vais dire le terme demandant. C'est pas tout le monde qui a eu les mêmes chances d'envie d'aller à l'école longtemps, puis ainsi de suite. Fait que là, à un moment donné, là, il faut être juste comme société. Donc, nous, on veut une augmentation des pensions DS à partir de 65 ans. Puis si on veut que ces gens-là aient travaillé, on n'est pas contre. Mais mettez-nous des mesures incitatives. Pourquoi on ne le chargerait pas 50 de l'impôt qu'ils devraient payer, mettons? Ils en ont payé toute leur vie, on peut-tu leur donner une pause? Hein? Ça, ce serait un système juste. Donc, ces 2 points-là, déjà, c'est majeur. Puis on demande, bien sûr, une réforme en profondeur de l'assurance-emploi. Ça fait longtemps qu'on demande. C'est une autre chose aussi. Puis là, tu sais, à un moment donné, moi, je suis là depuis 3 ans et demi, là, puis on le demandait déjà avant. Tu sais, on va le demander combien de temps? À un moment donné, il faut que ça bouge. C'est beau de dire on va continuer à travailler, d'être là pour continuer à travailler, mais ça n'a rien dit. Là. C'est quoi les actions concrètes? Puis là, c'est facile d'améliorer le programme. Les cotisations, il y a des sous dans le programme pour ça. C'est entre autres pour les gens de maladie. Là, pour avoir 52 semaines quand tu es malade, je pense que c'est pas déraisonnable. Je dirais augmenter le taux je ne vais pas dire de remboursement, mais le taux que tu reçois, là, parce qu'on est à 50-55%, c'est pas beaucoup. Là. Par rapport à mais il faut que ça soit en comité, puis revoir ça en profondeur. Puis ça fait longtemps qu'on dit oui, on va le faire, puis ça se passe pas. C'est un peu comme les travailleurs étrangers. Tu sais, nos entreprises attendent les travailleurs, là, puis des fois, c'est des délais jusqu'à 22 mois. On nous promet toujours, j'ai une belle réforme des programmes de travailleurs étrangers qui s'en vient, mais elle n'arrive pas. Alors, il faut que ça bouge. Donc, c'est ça, nos demandes sont très fermes. Par là-dessus, j'avais une série de demandes au niveau agricole aussi. Oui. Puis à ce niveau-là, il y a encore là, il y a de la protection des terres agricoles, il y a plein de choses. Il y a des choses qui peuvent se faire facilement. T'sais, entre autres, là, on voit l'augmentation du prix des terres de façon exponentielle, puis les gens de la relève agricole ont de la misère à avoir des terres. Puis s'ils achètent, il n'y aura pas de rentabilité agricole, parce que le rendement de la terre n'est pas suffisant pour le prix qu'il faut payer la terre. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on peut-tu réfléchir avec la financière agricole Canada, mettons, puis faire des prêts sur 40 ans avec des taux d'intérêt plus bas?
Oui. Tu sais, De garantir, trouver des l'idée, garanties. c'est pas de tout révolutionner, c'est de trouver des actions simples et concrètes qui vont venir faire une différence. OK. Tu sais, puis la taxe de 35 sur les engrais russes, là, On en reparle encore. qui pénalise tout le monde, là, pourquoi on n'enlève pas? Là, ils disent, OK, c'est vrai, ça vous pénalise, on s'excuse, on va vous donner l'argent. Ils ne sont pas capables d'en donner l'argent, parce qu'ils ne savent pas qui a été facturé, comment c'était facturé. Arrangez-vous pour retourner l'argent aux gens qui l'ont payé, puis enlevez-la. Trouver des processus Pourquoi ils simples. n'enlèvent pas? C'est ça. Tu sais. Tu me dis que vous allez voter contre. Ben, je sais pas. Là, mettons, donc, Je serais bien surpris, là, tu sais, s'ils nous augmentent les pensions de vieillesse puis ils augmentent le transfert en santé, je suis bien prêt à voter pour. On va être content. Mais dans les stratégies, je ne vais pas dire politiques et tout, en principe, tu as le Parti libéral. Tu penses que le NPD va encore à côté? Oh, oui, C'est un bon français, là. Tu sais, je veux dire. Oui, hein. puis tu sais, on a eu. Donc, je ne dirais pas que c'est une opposition symbolique, mais ça risque pas. Moi, ma question, ça ne risque pas de déclencher des élections parce qu'on est tout. Ouais, Bon. c'est très peu probable. C'est Puis, ça que je veux dire. actuellement, avec les sondages aussi. Si jamais le NPD menaçait de s'en aller, ben là, je pense que les libéraux viendraient jaser avec nous pour nous donner un ou deux de nos points qui nous permettraient de Deux voter en comme on faveur. dirait. Puis là, on verra, tu sais. Non, mais je te pose la question parce que. Ouais. tu sais, Ben non, on a eu hein. une journée d'opposition sur la santé qui a été menée par le NPD, là, juste avant qu'on ferme le Parlement la dernière fois. Et le thème, c'était interdire aux provinces d'avoir recours au privé en santé. OK. On est tous d'accord sur le fond. Puis avec le NPD, c'est souvent ça. On est d'accord sur le fond, mais c'est pas cohérent. Comment tu peux faire une journée d'opposition et dire interdire aux provinces d'avoir recours au privé en santé? Nous non plus, on n'en veut pas de privé en santé, mais là, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent d'autres moyens pour soigner le monde. Oui. Tu sais, à un moment donné, c'est la débrouillardise. Il y a des voies de contournement. Ben, c'est ça. Puis c'est triste. On n'est pas pour ça. Mais ça ne regarde pas le fédéral. C'est chacune des provinces qui va décider ce qu'il fait en santé parce que c'est sa juridiction. Puis deux, comment ça se fait que tu fais une journée pour interdire le privé, puis dans 2 semaines, tu vas voter pour le budget qui donne 1 milliard plutôt que 6 au Québec? Expliquez-moi ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais c'est de la petite politique de... Voilà. On fait des beaux débats dans une journée, on se fait des belles clips pour mettre sur nos réseaux sociaux, mais dans le fond, on va voter contre le sens de ça. Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une confidence. On passe beaucoup d'heures dans un Parlement assis à entendre des débats qui, des fois, nous donnent peu de choses, peu de résultats. Et des fois, on entend beaucoup d'inepties se dire en très peu de temps. Mettons, hier, c'était une grosse journée. Et quand j'arrive en circonscription, puis que je vois des événements comme ça, puis des infrastructures comme ça, puis des gens, que je rencontre des gens allumés, Madame la directrice, je sais pas, bravo. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais prof au secondaire pendant 25 ans avant d'être député. Donc, ça me rejoint beaucoup, votre projet de faire rencontrer des gens signifiants, puis de faire une école, puis un site magnifique comme ça me réconcilie avec la vie et ça me dit qu'il y a du positif, il y a des beaux projets qui se réalisent en circonscription. Je suis emballé par ce site-là. Je pense qu'on va venir faire une partie avec M. le maire à un moment donné. Pourquoi pas, si vous m'invitez. Je vous souhaite longue vie et long succès. Si on peut vous aider d'une quelque façon que ce soit, vous nous faites signe, on va être là. Et puis, bravo, belle célébration, puis amusez-vous bien. La pétanque, c'est un sport, au même titre que le hockey ou le soccer. Ce sport demande une grande discipline, 40% de précision, 60% de concentration. Les grands champions internationaux peuvent s'entraîner jusqu'à 10 heures par jour, et ce, 7 jours sur 7. Certains des meilleurs joueurs ont commencé à jouer à l'âge de 4 ans, et dès leur plus jeune âge ont participé à de grandes compétitions dans leur pays d'origine. Il y a environ 6 millions de licenciés à travers le monde. Des jeux provinciaux, nationaux, des Coupes du monde. Et dans les prochaines années, la pétanque deviendra assurément une discipline olympique. Nous sommes réunis ce matin pour vous faire part de notre objectif, soit la création d'une école de pétanque destinée pour les enfants. Nous souhaitons leur faire découvrir ce sport, ainsi développer leur habileté motrice, leur concentration et également le respect envers leurs adversaires et leurs coéquipiers. Ainsi, les enfants pourront apprendre à maîtriser plusieurs techniques de jeu que M. Délincourt pourra vous expliquer plus en détail dans un moment.
Cela permettra aux jeunes de devenir de futurs champions qui nous représenteront dans les compétitions nationales et internationales. Ou tout simplement à devenir de très bons joueurs de pétanque et avoir le plaisir de faire de belles parties dans les différents clubs du Québec. Grâce à la collaboration de la Fédération de pétanque du Québec et aux dignitaires ici présents, j'espère pouvoir développer ce beau défi. J'espère obtenir un appui moral et financier de la part des invités ici présents. J'espère aussi trouver un ou des partenaires privés qui voudront participer à cette belle aventure en nous aidant financièrement, car la création d'une école de pétanque demande beaucoup de ressources, équipements, aménagements, moniteurs spécialisés, organisation de tournois. Donc cela demande beaucoup d'argent. Je vous remercie à l'avance de votre soutien. Tu es en compagnie d'Evelyne Ménard, qui est conteuse, qui a une tradition orale. Evelyne, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, faire le conte? C'était quoi? Tu as aimé ça quand tu étais jeune, tu as trouvé que c'était beau, des histoires, puis tu as décidé de trouver une façon de les conserver, de les personnaliser? Bien, c'est vrai que quand j'étais en deuxième année, il y avait un petit exercice qui disait, qui nous demandait d'écrire quand je vais être grand, je vais être. Oui. Puis j'avais écrit, je vais être écrivaine pour faire des histoires pour les enfants. OK. C'était comme la prémisse, là. Oui, c'est ça. Ça a 8 ans déjà, j'avais cette idée-là, mais après, ça a pris toutes sortes de formes. J'ai découvert la tradition orale, j'ai découvert la beauté et la grandeur des contes, à quel point ils pouvaient être universels aussi. Donc, il y a des contes traditionnels qu'on retrouve ici, que moi j'ai entendu aussi, qui se racontaient presque pareil en Afrique de l'Ouest. Ah oui, OK. Donc, moi, ça se rejoint, là. Ça... Oui, c'est quelque chose d'humain, d'universel, une façon de se raconter le monde, de se raconter des histoires qui est particulière, puis que moi j'ai toujours... T'as toujours rêvé. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Le conte est un genre littéraire qui fait des courtes histoires. C'est pas juste aux enfants que ça s'adresse. Ça s'adresse à tout. C'est ça, là, on dit l'heure du conte, souvent les enfants, on a les fameuses, je sais pas, histoires un peu fantastiques qu'il y a eu, mais comme tu dis, il y a une partie tradition, ça s'adresse à tout le monde. Là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, les contes de tradition orale sont très vieux dans le temps. Puis, même ici, il y a une façon où ils se sont beaucoup transmis, c'était dans les camps de bûcherons. Oui. Donc, c'était vraiment des contes, moi je dis que c'est un peu comme les téléromans d'aujourd'hui, qu'on suit à tous les jours. Ben, c'était un petit peu ça. Il y avait des conteurs, des fois, dans des camps de bûcherons. Puis là, ils commençaient l'histoire le lundi, puis elle continuait à chaque jour un petit peu. Des fois, les histoires, ça pouvait durer jusqu'à 1 heure, 2 heures. Ah, oui. Des fois, j'en ai écouté comme ça là, en archive. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir des espaces pour créer, pour raconter aussi longtemps une seule histoire. Peut-être que tu me parles de tradition orale, de camp de bûcherons, mais est-ce qu'il y a des écrits? Parce que là, dans le fond, il n'y avait pas quelqu'un à côté qui s'installait puis qui racontait, puis il y a eu possiblement je ne dirais pas des modifications, mais ça devait évoluer au fil des semaines, au fil des jours. Là, le compteur, il y avait du réel, il y avait possiblement... de l'imaginatif, je te dirais. Ça évolue un petit peu, mais pas tant que ça. Ah oui? Les grandes lignes, en fait, les grandes façons, puis c'est peut-être pour ça aussi que c'est universel, c'est que les grandes lignes des contes restent les mêmes. Après, c'est le décor qui change, c'est l'environnement, vraiment beaucoup. Donc, et puis souvent, en fait, c'est que le répertoire, ben, on l'apprenait de notre grand-père ou de notre grand-mère, puis on n'avait pas accès à toutes les histoores qu'on a maintenant. Fait qu'eux, dans les familles, ils pouvaient avoir 1 ou 2 histoires qui se transmettaient d'une génération à l'autre. Okay. Quand c'est si peu nombreux, ben on essaie de s'en souvenir le plus possible. Mais est-ce que c'est écrit maintenant? Toi, est-ce que tu fais des recherches comme ça en blanc? On parle de la chasse-galerie, qui ça c'est un exemple de conte ou d'histoire, mais tu sais, je pense qu'il y avait 2 points que je vais t'amener. La théâtralité du conteur, dans le sens que tu as le choix, tu as un conteur qui s'installe. Ah, il y a si longtemps, il y avait ci, il y avait ça. Puis tu as l'autre peut-être qui était très volubile ou très gestuel. Tu avais peut-être la même histoire, mais racontée de façon différente. Là. Oui, puis si c'était pas de la même famille, il y avait des versions, les personnages pouvaient être différents. Un petit peu
Donc, dans le conte, il peut y avoir 3 épreuves, mais d'une famille à l'autre, ça pouvait être des épreuves différentes aussi pour arriver à un résultat à la fin. La chasse-galerie, c'est une légende. Puis sur le territoire, il y a eu Honoré Beaugrand, Oui. qui est venu finir ses jours ici, puis qui a écrit beaucoup, beaucoup. Lui a écrit surtout des légendes, puis il les a fait d'une façon littéraire. Donc, comme c'était écrit, c'est venu jusqu'à nous de la même façon. Okay. Mais si on l'avait gardé dans la tradition orale, ben là, souvent les légendes, c'est 2 ou 3 phrases, puis ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça l'a pris avec lui. Un autre qui a écrit des histoires, en fait, moi je suis à Saint-Cuthbert. Oui. Puis il y a M. Adélard Lambert. Oui. Donc lui, qui est né à Saint-Cuthbert, qui est allé vivre aux États-Unis, qui est revenu. Mais lui, il avait vraiment il a senti l'importance des contes que sa mère lui racontait quand il était jeune. Puis plus âgé, en fait, il a beaucoup écrit. Aujourd'hui, c'est une écriture qui est difficile à lire parce que c'est vraiment des mots puis une façon d'écrire d'un autre temps. Mais il a été un informateur pour un des premiers ethnologues qui a écrit des livres de contes qui s'appelle Marius Barbeau. Donc, puis moi, un des travaux que je fais, en fait, c'est de transmettre ces histoires-là, de les remettre dans l'oralité. L'année passée, j'ai fait 10 semaines avec l'école Sainte-Anne à Saint-Cuthbert. Cette année, je suis à l'école de Saint-Barthélemy, l'école du Sablé. Donc, on part de l'écrit, puis là, on remet ça dans la réalité pour c'est fascinant. Oui, c'est très bien. Et tout ça, bien, il y a eu la création du Cercle du conte là, de Lanaudière. C'est un projet que tu tenais à cœur, que tu voulais que ça se réalise? Bien, en fait, parce que la parole, le conte, c'est vraiment accessible à tous, en fait. C'est l'idée que des fois, on est gêné. Si c'est du théâtre ou c'est... même juste prendre la parole devant les gens, c'est quelque chose qui est engageant puis qui peut être très gênant. Puis même écrire, tu n'as peut-être pas l'orthographe, parce que c'est difficile. Là. Fait qu'on se met des barrières. Le cercle de conte, ben, c'est justement un petit peu pour se laisser aller, entendre des histoires. Donc, c'est vraiment un cercle où tout le monde s'assoit. On peut en écouter, puis après 2, 3, ben, se dire, ben là, aujourd'hui, moi, je suis prête, puis moi, je vais raconter mon histoire. Ou un bout d'histoire. Donc, c'est vraiment ouvert. Puis c'est vraiment l'idée, justement, là, d'ouvrir la porte à la parole puis au plaisir de raconter. C'est très, très bien. Ah, c'est félicitations. Et entre autres, bien, si on veut vivre l'expérience, c'est au Bal Mesquis, sur la rue Mesquinongé à Saint-Gabriel, dimanche qui s'en vient, le 19 à 7 h le soir. Donc, avec un beau coucher de soleil, avec tout, on s'installe. Belle vue sur le lac. C'est belle vue sur le lac et tout. Ça va être une première expérience. Vous invitez la population, les gens, à venir vivre ça. Oui, bien, dans l'après-midi, il y a un atelier littéraire puis un lancement de livres avec Élise Lagacé. Puis, elle va faire un combat avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est un petit peu weird, là, c'est bien. Ben, justement, en fait, c'est vraiment pour décloisonner puis s'amuser avec les mots. Puis voir, en fait, on est curieux, tout le monde, on est un peu curieux de l'intelligence artificielle. Puis on se dit, ça nous dépasse ou tout ça. Mais c'est de voir que l'être humain est toujours quand même derrière tout ça. C'est très intéressant. Et c'est ça. Et à 7 h, là, on fait le cercle. Puis on est toujours bien accueillis au Masquis. Donc, puis c'est ça, pour raconter puis écouter les histoires. C'est bien. En terminant, tu parles de ton projet à Saint-Barthélemy. C'est quoi tes prochains projets? Tu fais quoi? Quand l'école finit, as-tu déjà d'autres choses, d'autres plans? Oui, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que c'est les prochains projets? Tu peux nous dire. Oui, absolument, absolument. Ben, en fait, là, je vais partir pour l'été. Je vais aller en tournée en France. Oh! Donc, ça fait quelques années que je n'étais pas allée. Donc, c'est agréable de pouvoir y retourner. J'ai un festival dans le sud de la Bretagne. Puis, je vais faire aussi, je vais aller chez les gens, donc des spectacles maison. Puis ensuite de ça, j'ai un projet qui s'appelle Légendes locales. Donc, on a sorti un disque aussi. Et là, ça, c'est un peu plus un peu plus écrit, un peu plus poétique, avec beaucoup de musique aussi. Puis là, on va faire quelques petits événements pour faire le lancement de cet album-là. Ah, c'est très, très bien. Entre autres. Donc, tu réussis à vivre ta passion, qu'est-ce que tu avais écrit à 8 ans. Je veux écrire. Oui. T'es contente? Oui. Oui, absolument. J'arrive à 45 ans, puis la ligne, elle s'est suivie tout le temps. Ah, donc, c'est merveilleux. Bon, c'est bien. Félicitations, Evelyne, puis on se reparle. Oui, au plaisir. Merci.
Je remercie M. Bertrand. Je remercie M. Bertrand particulièrement pour son initiative, et ça au nom de la Fédération québécoise et canadienne de pétanque, de commencer une école de pétanque. Présentement, au Québec, il y en a de reconnus 3. Ce serait la 4e et la Fédération est très contente de cela. On manque énormément de relève à la pétanque. On espère que cette école va être une qui va fonctionner bien et on espère que ça va donner aussi l'exemple aux autres clubs de la région de faire des écoles de pétanque. Ceci dit, je félicite ces gens de Saint-Cuthbert qui vont ouvrir une nouvelle aussi club de pétanque fédéré et qui vont organiser le 27 août leur premier tournoi provincial dont les profits iront à l'école de pétanque. J'espère que ça va être bienvenu dans la fédération pour tous les clubs et je leur souhaite bonne chance dans toute leur organisation. Merci. En premier lieu, j'aimerais remercier et féliciter M. Étienne Bertrand. Félicitations pour cette belle initiative, M. Bertrand. Le Conseil de la municipalité de Saint-Gabriel et moi-même sommes très heureux de pouvoir permettre aux jeunes de développer une passion pour ce sport grâce à nos infrastructures. La pétanque peut être une façon amusante de développer des compétences sociales telles que la coopération, la communication et le respect mutuel. Ce sport est aussi un excellent moyen de promouvoir un mode de vie actif et sain. C'est pour ces raisons que nous souhaitons remercier les différents acteurs pour leur implication dans ce super beau projet. Au plaisir de vous voir jouer à la pétanque dans nos installations. Merci à vous tous. Bien, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être là, très heureuse d'ouvrir à mes élèves. Hein. Notre objectif dans l'éducation, c'est de faire découvrir des choses aux enfants, de leur faire découvrir des intérêts. Donc, la pétanque vient justement se greffer à ça. On a des beaux jeunes, on a une communauté qui s'implique beaucoup. Alors, c'est avec vraiment fierté qu'on y est. Moi, notre objectif cette année, c'était de faire rencontrer des personnes inspirantes aux enfants, donc des gens qui, dans la vie, peuvent donner une motivation, un goût. Et bon, bien, je pense qu'en rencontrant des champions du monde, champions du Canada, et puis bien, des gens qui sont passionnés dans le quotidien, bien, ça vient être des gens inspirants. Alors, c'est avec un immense plaisir qu'on jouera à la pétanque à Saint-Cuthbert avec nos élèves. Merci. Et quand vous regardez justement, qu'est-ce que vous avez apporté? Oui. Vous êtes fiers de l'évolution que vous avez? Bien sûr. C'est comme un recul. Même il y avait des choses que je n'avais pas vues depuis 20 ans, 25 ans. C'était emballé chez nous, tout ça. Puis le fait de ramener ça, c'était comme hier, en fin de compte. Mais pas déçu? Pas dans le sens que je veux dire, regarder une œuvre et dire celle-là, j'aurais pas dû la faire comme ça, j'aurais dû les petites affaires à changer, on change dans la vie, mais moi je travaille dans l'atelier jusqu'à la satisfaction. Si je ne suis pas satisfait, ça ne sort pas de l'atelier, même je peux la détruire. Ah oui? Ah oui, je vais jusque-là. Parce que je prends le temps de m'asseoir et j'ai la facilité de me retirer de l'œuvre. Okay. C'est plus moi, c'est plus Normand Moffat qui a fait ça. C'est un artiste, une personne. Oui, je deviens spectateur. Et j'ai une facilité de me retirer de ça. Et là, à passer au bat. Non, mais c'est bien d'avoir ce recul-là, c'est très intéressant. Donc, autrement dit, quand vous avez terminé une œuvre, pour vous, c'est la meilleure expression que vous pouvez, et elle va vivre comme ça. Vous n'avez pas de regrets. Pas du tout, puis je la pousse au maximum. Des fois, l'œuvre, on chicane. L'œuvre, puis moi, là, on chicane, ça devient quelqu'un d'autre. Surtout, j'ai des silhouettes humaines là, dans mes tableaux. Ça fait que c'est comme, hey, Moffat, travaille un peu plus. Là, travaille un peu plus. Donc, l'autocritique est toujours là. Tout le temps. Donc, oui. Puis en terminant, vous vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans? J'espère avoir la santé. Oui, mais vous avez encore plusieurs idées, vous avez plein de choses. Là, vous me parlez du papier d'architecte. Vous dites 5 ans, j'irai jusqu'à 100 ans. Parfait. Là, parce que ça me prendrait plusieurs vies, je pense, pour faire tout ce que j'ai ici. Là. Non, on va vous souhaiter une longue vie, je pense que c'est ça qui est important. Puis une autre rétrospective dans 20 ans. Pourquoi pas? Parfait.
pourquoi pas. Et j'aimerais que cette exposition-là voyage aussi, que ça aille, je ne sais pas, autour du Québec. J'ai beaucoup exposé au Québec. Ouais. Nommez-les, là. J'ai Oui. fait le tour. Puis, j'aime ça aller vers les gens aussi. Donc, les œuvres vont... Bon, là, je vous en parle comme ça devant vous, mais une fois que je suis parti, l'œuvre est là, les gens visitent et sont en face de cette matière, peinture, sculpture, ça fait que c'est eux qui vont communiquer, là, pas avec moi, avec l'œuvre. Oui. Ah, donc, ben, c'est très bien, je vous remercie beaucoup. Bien, au plaisir. Merci. 11. Ça, 11, c'est 11 et 12. 11 puis 11.1, c'est des résolutions que M. Soucy du bureau de Mme Proulx m'a demandé de faire. La première, elle va se lire, puis est résolue. Il est résolu de demander au ministère la planification et la réalisation des travaux de réflexion des 3 ponts et de fixer une date d'exécution. C'est ce qu'il m'a demandé de faire parce qu'ils sont venus, mais là, les 3 ponts vont être obtenus, je ne le sais pas. Mais là, on sait qu'elle ne dit pas, il va y avoir des travaux qui vont se faire, je vous le dis tout de suite. Il va y avoir un entrave, il commence le 9. Le 9, il devrait durer à peu près 5 jours qu'il y a le courriel qui a reçu. Il devrait durer 5 jours parce qu'il faut qu'il répare. Je ne sais pas s'il va faire de la poutre en dessous, mais il faut qu'il répare comme il faut parce qu'elle est toute trouée. Fait que ça me prendrait un proposeur pour M. Michel Bertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Puis 11.1, ça va être de demander au ministère de faire le pavage entre la 150, de la 158 entre la 138 et la traverse Saint-Ignace-de-Loyola serait le tracé. Autrement dit, c'est de partir de la 138 puis faire le pavage au complet en eux jusqu'à la traverse. Là, je sais que Mme Proulx a rencontré le ministère des Transports, puis lui, M. Soucy m'a appelé et m'a demandé de passer 2 résolutions pour qu'il puisse avoir du poids, qu'elle puisse avoir un peu plus de poids pour donner ça au ministère. Ça prendrait M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. On passe ensuite aux travaux publics en 5.1. Ce serait pour mandater des arpenteurs pour les travaux de remplacement de la conduite d'eau potable et les travaux d'asphaltage sur le rang du fer à cheval et sur la rue Coulon. Que la municipalité mandate GNL, arpenteur géomètre, afin de produire les descriptions techniques et les rappels sur le lot 3 452 469 sur le rang du fer à cheval et sur le lot 3 452 468 étant le chemin municipal de la rue Coulon. Un proposeur en secondaire, s'il vous plaît, M. Burel propose, M. Soulière seconde. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. En 6, en urbanisme et environnement. En 6.1, on avait reçu une demande de modification du règlement de zonage à l'effet de permettre des logements en sous-sol. Suite à une bonne discussion que le conseil a eue, le conseil municipal ne donnera pas suite à cette demande. Je suis en compagnie de Stéphanie Rousseau, du groupe ADA. Tu es la directrice par intérim du ADA. Oui. Et tu viens nous parler aujourd'hui de l'initiative Alvéole. Moi, je l'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je trouverais que tu nous en parles en personne. Je trouve ça passionnant encore. Vous êtes très forte en innovation chez ADA. Vous essayez vraiment de créer, on pourrait dire, une belle ambiance, une belle aide aux employés, entre autres. Oui. Et peux-tu nous en parler un petit peu, qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est en partenariat avec la Caisse des Jardins de Dautré. On a fait un projet qui s'appelle une projet initiative Alvéole, qui est pour favoriser le développement durable. Puis on a fait l'achat de 65 nouvelles tablettes électroniques pour nos préposés d'aide à domicile. En fait, la Caisse des Jardins de Dautré a investi un montant de 13 140 $ pour l'achat de nos tablettes, pour nous soutenir dans ce projet-là. Des tablettes performantes, c'est ça qu'il faut dire. Exactement. Ça veut dire que tu as 65 employés? Je pose la question plate, là, mais 65 tablettes ou... Ça varie toujours. C'est très changeant, mais on est toujours entre 60 et 70. OK. Donc, avec 65 tablettes... en ce moment, sont toutes utilisées. Sont toutes utilisées, exactement. Tu me parlais développement durable parce que
les applications, les choses que vous voulez faire avec ça, c'est gestion du temps, ça c'est important, on pourrait dire. Gestion, tu m'as parlé de la gestion des transports et des déplacements. Donc, optimiser, là, vraiment s'assurer que, on pourrait dire que ta préposée, ton employé, pas de Berthier, s'en aille à Saint-Gabriel, revienne à la Norette, tu vas essayer vraiment de gérer les temps, des choses de faire, sans vouloir encadrer trop, mais c'est plus de la gestion participative. Mettons qu'on mettrait ça comme ça. Oui, puis c'est toujours en collaboration avec l'agente actuellement à l'affectation qui s'occupe de toute l'affectation des routes, mais ça l'aide à l'efficacité, à l'optimisation générale de nos processus, puis à la réduction de l'utilisation du papier, réduction du temps de déplacement, consommation d'essence, du temps de déplacement sur les routes aussi. Puis nous, on dessert toute la MRC d'Autrey, donc le secteur est immense. Donc, plus on peut rapprocher les domiciles des usagers l'un de l'autre, mieux c'est pour nos préposés, pour nos usagers aussi. Donc, c'est vraiment pour l'efficacité générale de nos processus. Comment c'était reçu, ces tablettes-là? Au début, les employés étaient peut-être un petit peu incertains, comment je pourrais dire ça, moins confortables, mais là, je pense aujourd'hui, ils s'en passeraient plus. Non, exactement, mais ça va super bien. C'est sûr que ça fait 3 ans quand même qu'on a les tablettes. Là, on a fait un renouvellement de nos tablettes pour qu'ils soient plus à jour. Ça va super bien. C'est sûr que ça reste la technologie. Il y a des fois certains défis, mais c'est juste dans le positif en ce moment. Avant, on n'avait que des horaires, on donnait des horaires papier à nos préposés, fait que l'utilisation de papier était immense. Puis aussi le déplacement pour venir chercher leur horaire. Si on faisait des changements dans les routes. C'est ça, je me disais, des modifications rayées, ça pouvait créer des conflits et tout. Des appels téléphoniques qui n'ont pas été pris, peu importe, c'est vraiment plus difficile au niveau de la gestion. Fait qu'avec les tablettes, ils peuvent communiquer avec nous par la messagerie directement. Si c'est pas une urgence, au lieu d'appeler, ils vont écrire. Non, mais c'est bien. Non, c'est bien. C'est vraiment, vraiment efficace. C'est apprécié aussi. C'est bien apprécié. Autre point qu'on veut discuter aujourd'hui chez ADOC, les fameux grands ménages. Il faut s'inscrire. On voit encore un petit peu de neige tomber, mais on espère voir du gazon. Là, ça s'en vient et tout. Et tu es en recherche de personnel, mais on peut encore s'inscrire si on peut faire un parallèle entre les deux. On est toujours à la recherche de 2 personnes pour notre équipe de grands ménages. Les horaires de grand ménage se comblent extrêmement rapidement. Oui, on est en mars, mais les horaires sont comblés jusqu'en avril, je dirais début mai même déjà. Là, tous les rendez-vous sont pris. Donc, on se cherche une équipe de 2 personnes qui seraient prêtes à desservir la MRC d'Autrey pour les services de grand ménage. Et ça peut être autant homme ou femme, hein, c'est ça? Peu importe. Parce qu'il c'est quand même un travail manuel qui demande... En fait, nos critères, c'est vraiment que la personne ait envie de faire cet emploi-là, soit disponible à se déplacer, peu importe le moyen. Puis sinon, on n'a pas de critères au niveau du sexe. C'est vraiment pas important. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Stéphanie, puis on continue à se tenir au courant de vos réalisations. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Marc Beaudoin, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Bien, ça fait plaisir. Marc Beaudoin, on est moins de 24 heures après le tragique événement. J'aimerais savoir quel est l'état d'esprit qui règne actuellement à Amqui, puis plus largement là, dans la région de la Matapédia. C'est sûr que c'est un choc, parce que souvent, dans les régions éloignées comme nous, on ne s'attend pas que ça va nous arriver. Alors, c'est sûr que toute la communauté est en état de choc. Mais dans les drames, comme on voit souvent, les gens se soudent, les gens se parlent, les gens se soutiennent, les gens s'entraident beaucoup. On reçoit beaucoup d'informations, les gens s'assurent que les gens vont bien, tout le monde parle à tout le monde veut s'assurer que tout le monde va bien. On dit souvent, Marc, que dans les petites communautés, tout le monde se connaît. Qu'est-ce que ça a comme impact ce matin pour les gens d'Amqui? Je pense que c'est de l'incompréhension. Comment ça? C'est la question, je pense. Les gens ne comprennent pas. Oui. Comment ça peut nous arriver ici? C'est sûr que j'ai pas parlé avec beaucoup de personnes qui ont été touchées de près, mais c'est sûr que ce que moi je vois, ce que j'entends, c'est de l'incompréhension, mais un support moral. Les gens sont présents puis sont prêts à s'entraider entre eux pour passer au travers de cette épreuve. Quelles sont les ressources qui sont mises en place là, pour aider les gens à passer à travers le drame, notamment les ressources d'ordre psychologique? On a des écoles qui ont déjà mis des services en place pour les élèves qui ont besoin de parler, qui ont besoin justement de rencontrer quelqu'un de soutien. D'ailleurs, aujourd'hui, on a
au moment où on se parle, on est le lendemain de la tragédie. Oui. Il y a 2 écoles qui sont fermées en ce moment parce qu'elles sont dans le périmètre de sécurité. Mais il y a quand même ils s'organisent pour accompagner les jeunes qui ont besoin de parler. Tous les organismes communautaires sont là aussi, si les gens ont besoin de faire appel à eux. On a l'église à Amkoui aussi, qui cet après-midi, vont ouvrir les portes, les gens qui veulent aller se recueillir. Oui. À tous les jours, vers 15h05, les cloches de l'église d'Amkoui vont sonner en l'honneur des personnes là, qui sont décédées, les personnes blessées là, lors de cette tragédie. Et vendredi à 19h, il va y avoir une messe commémorative aussi pour les victimes. Tous les organismes sont prêts à accueillir les gens, tous ceux qui ont besoin de parler, que ce soit le centre de santé mentale, le centre des femmes, tout le monde qui ont besoin de parler peuvent se tourner vers les organismes communautaires. Le drame s'est déroulé en plein centre-ville d'Amkoui hier. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de témoins? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être traumatisés par ce qu'ils ont vu hier. Il y a des témoins. Les personnes qui n'ont pas été frappées par le véhicule ont été témoins. Ils ont même porté secours à des gens qui ont été frappés par les véhicules. Il y en a un qui racontait, là, qui a entendu du bruit, il a vu le véhicule, il a réussi à se tasser, mais il a vu l'autre un peu plus loin de lui qui s'est fait frapper. Donc oui, il y a des témoins qui sont sur place. Parce que là, on parle de 11 personnes qui ont été frappées, soit qui sont décédées, qui sont blessées. Mais il y a les autres qui n'ont pas été blessés, qui sont là, qui ont été témoins, qui ont vu. Dans le centre-ville, fait qu'il y a des commerces, il y a des gens dans leur commerce qui ont entendu du bruit, ils ont regardé dehors et ils ont vu la scène aussi. Donc, des témoins, il y en a. On comprend que ça bouleverse toute une communauté. D'après vous, quelles sont les prochaines étapes là, dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on va annoncer là, pour la suite des choses? Nous, en tant que médias communautaires, on va faire le suivi, on va renseigner les gens sur ce qui se passe parce que ce qu'on raconte, oui, là, tous les grands médias sont débarqués ici, sont ici, mais après aujourd'hui, ils vont partir. Les autres, ils annoncent les nouvelles et tout, vont partir, c'est terminé, ils vont passer à autre chose. Donc, nous, en tant que médias local, c'est nous qui allons poursuivre ce qui se passe, qui allons soutenir cette communauté-là et qui allons informer la communauté de ce qui est offert, des services qui sont offerts, comment on va pouvoir donner de l'information sur ce qui se passe. On va continuer à vivre avec nous après aujourd'hui, quand que tous les autres médias vont être repartis. Et vous faites la démonstration de l'importance des médias locaux lorsqu'arrive de tels drames? Oui, puis en tant que média local, nous, on va surtout s'attarder à la communauté. Comme je mentionnais, les gros médias arrivent, les autres ils parlent de l'accident, ils parlent de ce qui s'est passé, mais nous, on va s'attarder, on va s'occuper de la communauté. C'est déjà fait aujourd'hui, j'ai déjà commencé à faire des entrevues pour comment les gens peuvent prendre soin d'eux. On va diffuser ça, on va faire le suivi, on va parler avec des gens pour nous aider justement à aider les gens à comment passer à travers une épreuve comme celle-ci. On va continuer à suivre la situation, puis on va continuer à suivre la communauté pour continuer à la soutenir et l'informer. Oui, bien, on va vous souhaiter de poursuivre votre beau travail, puis surtout, beaucoup de courage. Merci. Peux-tu rajouter un petit quelque chose? Oui, je vous écoute avec plaisir. Tu sais, quand on est journaliste, on fait du journalisme, souvent, on planifie, on se dit, un événement comme ça, j'aimerais ça couvrir ça, si on aurait ça dans notre région, ça serait agréable. Mais on pense pas à ce qu'on n'aimerait pas avoir à couvrir, hein? On pense pas à ça. Et quand ça arrive, c'est quelque chose d'avoir à dire, hey, je vais avoir à couvrir un événement comme celui-là. Je suis pas sûr on n'est jamais prêt, je pense. C'est une expérience quand même particulière. Bon. Je la vis aujourd'hui. Oui. C'est pas quelque chose. Je suis pas sûr qu'on peut vraiment se préparer à ça. Faut suivre le train, puis c'est arrivé, c'est là. Maintenant, faut suivre ça, puis il faut être là et être présent. Donc, c'est ce que je fais pour la communauté d'Amkoui. On n'est jamais prêt pour faire face à ce genre de situation, puis je vais vous souhaiter beaucoup de courage pour les jours et les semaines à venir. Puis également, je peux vous dire qu'on va revenir vous voir pour savoir comment ça se déroule, puis quelle est la suite des choses. Et puis, je vous souhaite la meilleure des chances à vous et à toute l'équipe de TVC Matapédia. Bien, merci beaucoup, puis merci pour cet intérêt et de faire circuler notre drame. C'est sûr que les gens, même si vous êtes loin, votre soutien il est important. Merci beaucoup. Merci. C'était Marc Baudouin de la TVC Matapédia qui nous témoignait de la situation à Amkoui, à peine 24 heures après le drame.
On va dire Dominique. Je donne la permission de t'appeler Dominique. Oui. Bonjour, Oui, Dominique. Daniel. Bon, ben pas de problème. Premièrement, tu es content de l'assistance? Tu es content de voir les gens? Très heureux. Très heureux. C'est au-delà de mes espérances. La salle était presque pleine. On avait plus que 100 places. OK, c'est bon. Ouais. Es-tu fier de ce qui a été présenté? Je suis très fier du travail qui a été fait depuis l'année passée. Depuis le début, quand on a commencé à imaginer comment on pourrait aménager le territoire. Les premières rencontres avec l'atelier urbain, déjà, on sentait qu'il y avait une belle chimie entre nous et eux et qu'ils comprenaient c'était quoi nos besoins, puis où est-ce qu'on voulait un peu s'en aller avec notre projet d'aménagement. Je pense que la présentation aujourd'hui, ça reflète exactement, premièrement, la vision qu'on avait, mais ils ont été à l'écoute aussi des citoyens et des promoteurs. Donc, ils l'ont dit, ils ont été à l'écoute, ils ont pris des suggestions, ils ont pris ce qui se fait ailleurs aussi, parce que quand quelqu'un disait on devrait avoir tel type d'aménagement, bien, ils sont allés voir ailleurs, ils ont regardé ce qui se fait, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment novatrices, là. Il y a vraiment des éléments qui ne font pas partie disons, de paysages qu'on connaît déjà au Québec. Donc, comme le dit tantôt Louis-Michel, c'est des choses qui pourraient être uniques, là. C'est une première au Québec. Donc, on a des éléments, même si on a un petit territoire, si on l'aménage comme il faut, ben, je pense que ça va devenir comme, disons... une carte postale. Une carte postale, puis disons, un genre d'invitation aux gens à venir nous voir et dire, à Berthier, on pensait autrement. T'sais. On pense autrement. Le thème, c'est Vision 2050. Oui. Comme tu as dit tantôt, je pense pas qu'il y en avait beaucoup qu'on va être là encore. Je ne penserais pas être encore à la mairie, mais... c'est un volet que tu veux faire à la ville. Oui, parce qu'il faut arrêter de se projeter juste de 4 ans en 4 ans d'une élection à l'autre. Il faut penser à ce qui s'en vient plus tard. Les gens qui ont bâti le territoire en 1700-1800, ben, eux autres, quand ils se sont établis, ils ont aménagé la rue Frontenac, ils ont aménagé le bord de l'eau et ils nous ont légué quand même quelque chose de superbe, la rue Frontenac avec l'architecture et tout ça. Ben, il faut aussi penser à cette vision-là, puis il faut essayer de ne pas créer une disparité non plus entre... l'image de Berthier avec les îles, avec l'eau, avec l'architecture, il faut essayer de garder ça un peu. Puis moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de recréer un peu des îlots de vie, de communauté, où les gens se connaissent, les gens s'établissent là, les familles, les personnes âgées, les personnes seules, mais tout le monde se côtoie dans un petit milieu. Tu peux aller chercher ta baguette de pain, tu peux aller au dépanneur à pied, en vélo, c'est sécuritaire. Les gens se connaissent, se surveillent un peu les enfants, ont un œil sur tout le monde, ont un œil sur le parc, sur la propreté, ça rend les gens fiers. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là. Là, on a eu la présentation ce soir. C'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, on parle de plan d'urbanisme, donc il va y avoir des règlements, il va y avoir des choses qui vont se créer. Là. Oui, évidemment. Toute la réglementation date de 1989-90. Donc là, on est en 2023. Puis là, on a une suggestion d'aménagement. Et là, il y a des zones qui sont délimitées. Et là, il faut écrire pour chaque zone qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut permettre. Autant l'industriel, le multilogement, les parcs, les quartiers, les espaces verts à aménager, les pistes cyclables. Donc, il faut quand même tout réécrire. Il y a quand même du travail. Là, ce soir, on prend encore des suggestions. Les gens vont dire, avez-vous vu telle affaire quelque part? Avez-vous pensé? Parce que il peut y avoir des choses qu'on a imaginées, mais que peut-être que techniquement, qu'on doit modifier. Bon, hein, puis des fois, on est mieux à plusieurs à réfléchir puis à avoir les idées de tout le monde. Donc, on prend ça, on prend les idées. L'atelier urbain va retourner à la table puis va nous pondre quelque chose, disons, à partir des suggestions. En délimitant le zonage, un peu, en nous suggérant. Puis après ça, nous, on va s'asseoir puis on va devoir réécrire. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, présentement, dans le multilogement, on travaille avec le règlement sur les usages conditionnels. Fait que ça demande beaucoup de travail au comité d'urbanisme. Ça demande beaucoup de travail aussi au conseil parce qu'on a souvent des demandes. Faut comme un peu étudier chaque projet qu'il y a présentement. Mais c'est quand même, je pense que c'est un travail qui est super intéressant. On sait que ça va avoir une valeur incroyable pour les années à venir. En tout
tout cas, je vous félicite beaucoup pour la présentation ce soir, très intéressante. Ben, Et on va suivre ça. Merci beaucoup, on va vous tenir au courant. Merci. Je suis en compagnie de Louis Michel de l'Atelier urbain. Vous êtes le président directeur général ou vous êtes... Exactement. Bon. La première question que j'ai à vous poser, c'est que quand la Ville de Berthier vous a appelé, ou que vous avez fait une proposition, comment vous vous êtes senti quand vous êtes venu la première fois ici à Berthierville? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est un beau projet ou il y a bien d'ouvrages? On a été vraiment fascinés. Quand on arrive à Berthier, des fois, peut-être que les gens de Berthier ne s'en rendent pas compte, mais de l'histoire de Berthierville, avec les belles maisons sur le bord du fleuve, les beaux paysages sur les chenals, sur l'archipel aussi, les terres agricoles qui sont encore en culture et on a été impressionnés du potentiel avec tous les terrains qui sont encore dans le territoire urbain, mais non développés. Donc, on a été impressionnés par le potentiel de développement aussi. Aujourd'hui, souvent, tantôt, vous avez fait la présentation, je vous dirais, les blocs, les choses densifiées, c'est pas dans ma cour, parce que les gens disent, parce qu'on a une grosse problématique ici, on pourrait dire, je pense dans toutes les municipalités, vous faites pas juste Berthierville, les gens achètent, jettent à terre, puis ils rebâtissent. Oui. Donc, c'est un petit peu ça que vous voulez contrer avec vos choses. Exactement. Ce qu'on veut faire, c'est encadrer lorsqu'un développeur achète une ancienne maison dans un vieux secteur de Berthierville, par exemple, que le développement qu'il propose soit mieux intégré au contexte, qui respecte l'échelle des bâtiments voisins, qui ne crée pas d'ombre dans les cours voisines, que le nombre d'étages soit similaire à ce qu'on retrouve dans le quartier, puis que le redéveloppement, dans le fond, de ces vieilles maisons-là se fasse au bénéfice collectif, pas simplement pour le bénéfice de celui qui développe. OK. Et ça, on retrouve ça typiquement au Québec. On a beaucoup de problématiques avec ça. Vous l'avez ressenti. Vous parliez tantôt des exemples aux États-Unis. C'est pas juste ici là, que ça se passe. Là. Non, le redéveloppement urbain, là, depuis environ 2 ans, là, il y a plein de villes au Québec qui se grattent la tête puis se posent la question comment on va faire pour gérer le redéveloppement urbain, la densification. Parce que là, il y a beaucoup de développeurs, il y a beaucoup de potentiel partout là, de redéveloppement. Puis les villes de partout au Québec se demandent comment on va le faire, comment on va permettre au développement de se poursuivre, mais de la bonne façon. Okay. Là, vous avez amené des choses innovantes, des quartiers plus verts. C'est vers vraiment ça qu'on s'en va. C'est qu'est-ce que les gens demandent, c'est qu'est-ce qui va faire que les gens vont revenir à Berthierville? Ce qui est le fun ici, avec la démarche qu'on a faite, c'est que il y a eu plusieurs ateliers. Il y a eu beaucoup d'ateliers avec des citoyens, des développeurs, avec le conseil municipal, avec plein d'acteurs. Puis on leur a demandé, on leur a dit, c'est quoi que vous voulez? C'est quoi qui ferait en sorte que vous... Puis entre autres, d'avoir un endroit paisible, un endroit harmonieux, où ramener des activités aussi à Berthierville pour qu'on puisse avoir des commerces de proximité, etc. C'est toutes des choses qui ont été nommées. Puis effectivement, de mettre en valeur ces éléments-là et aussi le paysage magnifique de Berthierville, puis le fleuve, bien ça, on considère que ça va aider justement à ramener peut-être plus de citoyens à Berthierville. Là, la population de Berthier est presque de 5 000. Qu'est-ce que vous pensez? Avez-vous comme un objectif ou un target de quelque chose que avec vous tout ce qui est proposé sur les panneaux, si tout se développait, là, évidemment, ça ne se développera pas tout, mais si cette vision-là elle se ferait au complet, on peut penser qu'il y ait à peu près presque 2000 nouveaux logements. 2000 nouveaux logements, presque 4000 personnes, 4 à 5 000 qu'on pourrait parler. Donc, doubler presque la population. Oui, d'ici 2050, si tout ça se développait, puis ça ne se développera pas tout, là, il va y avoir des bouts qui vont se développer, puis d'autres non. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une population qui augmente beaucoup, mais pas jusqu'à doubler, là, mais oui, un 30-40 %. Un 30-40 %. Tantôt, vous avez parlé qu'il y a eu beaucoup de participation. Avec les développeurs, les promoteurs étaient enthousiastes ou... je pose la question plate, là, mais comment était la frustration de dire « tu me permettras plus de faire ce qui me tente, moi j'ai l'argent ». Oui, mais c'est un bon point, mais comme on était dans une démarche où on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, on n'était pas dans une démarche où on imposait des idées. Les gens ont participé sans être en mode négatif. Ils étaient plus en mode constructif. Puis autant les développeurs qui veulent développer que les citoyens qui veulent maintenir les qualités qu'ils aiment actuellement. On réussit à trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'on encadre le développement pour rassurer les citoyens actuels, mais on le permet par ailleurs pour rassurer les développeurs aussi. Donc, on trouve un équilibre là-dedans.
Là, les prochaines étapes, vous allez faire un rapport final, puis vous, comme me disait M. le maire, comme disait M. Perrault, là, on s'assoit, puis on commence à regarder comment on met ça en œuvre. Comment on met ça en œuvre, les règlements, les choses, une étape à la fois. J'imagine que vous avez une espèce de schéma de Gantt là, qui dit comment ça, par ça, ça, ça. Oui, bien, c'est un bon point, là. C'est-à-dire que là, la prochaine étape, c'est de recueillir les commentaires d'aujourd'hui, de bonifier les propositions d'aménagement, puis le plan d'aménagement du futur Berthierville, le plan territoire de Berthierville. Puis une fois que ces affiches-là vont être finales, bien là, la mise en œuvre va commencer. Là, il va y avoir des règlements modifiés pour s'assurer que les développeurs soient bien encadrés dans leur développement puis que ça se fasse de la bonne façon. Il y a le plan d'urbanisme aussi de la ville à mettre à jour avec le schéma d'aménagement de la MRC. Tout ça va se mettre en branle. Il y a plein d'étapes qui vont se mettre en branle, mais là, au moins, la ville elle va avoir une vision cohérente pour tout son développement futur. Puis même si ça ne se fait pas tout, les petits bouts qui vont se faire, bien, ils vont se faire de manière intelligente. On dit qu'autrement dit, c'est en train de faire un cahier de charges qu'on pourrait dire que les prochaines administrations auront comme manuel quoi faire, quoi pas faire, puis qu'est-ce qui a répondu. Oui, ça donne une direction à suivre. Puis éventuellement, les prochaines administrations, s'ils veulent changer parce que le contexte économique a changé ou parce qu'ils ont une vision différente, bien, tout ça peut évoluer dans le temps. C'est pas figé, c'est un outil qui est fait pour évoluer. Parfait. Mais au moins, ça donne une direction à suivre. En tout cas, félicitations, c'était très intéressant. Bien, merci.